Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce mardi 7 juillet 2020, Assemblée nationale, l'exécution du budget 2021 sur la table des députés. Des débats d'orientation budgétaire ont eu lieu ce jour. La promotion de l'industrie locale, le développement infrastructurel, la maîtrise de la dette publique sont entre autres recommandations formulées ce jour par les parlementaires. Et puis crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au sujet des négociations qui auraient eu lieu entre le gouvernement et les leaders séparatistes. Il y a dichotomie entre ce qui s'est passé et la réalité, pense le professeur Willy Zengwa. Pour le politologue, il ne faut pas confondre la rencontre à la négociation. Nous l'écouterons au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Je vous disais en titre, négociation entre le gouvernement et les leaders sécessionnistes. Il y a dichotomie entre ce qui s'est passé et la réalité. Il y a certes eu rencontre, mais on ne peut pas encore parler de négociation. C'est tout de moins l'avis du professeur Willy Zengwa. Le politologue a été rencontré par Mireille Sabzé. Alors que les débats vont bon train sur une éventuelle négociation entre les leaders séparatistes anglophones et le gouvernement camerounais au sujet d'un cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en proie à une crise sociopolitique qui dure 4 ans déjà, un communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, rendu public ce 6 juillet 2020, crée la polémique. Le document signé de René Emmanuel Sadi indique que les informations qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont pas conformes à la réalité. Expert des questions politiques, le professeur Zengwa dit que l'information a été biaisée. Je suis très clair sur ça. Il n'y a pas eu de négociation. Je pense que le gouvernement a raison en insistant que ce n'est pas, il y a une dichotomie entre ce qui s'est passé et les réalités. Bien, négociation c'est quoi? C'est vrai, ils ont eu contact, ils ont eu des contacts. Il y a les membres du gouvernement qui se sont rencontrés avec ces leaders anglophones. Voici juste le premier pas, parce qu'avant de négocier, il faut les points clairs. Et je pense que M. Seseko a donné ce qu'il espère. D'abord, on ne négocie pas avec les prisonniers. Si le communiqué du gouvernement ne précise pas ce qui est vrai, il ne nie pas cependant avoir pris contact avec Sisiko Ayuktabi et compagnie pour d'éventuelles négociations. L'objectif étant de trouver un consensus d'apaisement. Et je sais qu'il y a 5 lauréats de prix Nobel de la paix qui se sont focalisés sur le cessez-le-feu au Cameroun. Donc ce n'est pas la volonté du gouvernement, ce n'est pas la volonté de leaders anglophones qui sont incarcérés. C'est une imposition qui vient d'ailleurs, qui vient des Nations Unies. Et je pense que, comme j'ai dit, on ne négocie pas entre deux parties. Donc il faudrait que ces négociations se passent entre 3 groupes de personnes, le gouvernement camerounais, le leader des anglophones et les structures internationales, bien les amis du Cameroun. Rappelons que sur la voie d'un appel à la paix, le président Paul Biya a instruit les mois antérieurs l'arrêt des poursuites contre environ 700 personnes détenues pour des délits commis dans le cadre de la crise anglophone. Aussi a-t-il instruit la création du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration le 30 novembre 2018. Jours après l'adoption des lois controversées sur les associations et activités culturelles, certains élus de la nation se sont confiés ce jour à l'équipe de Spectrum Télévision pour donner leur appréciation du texte et des réformes prévues. Eux, ils ont fait une loi qui met dans ces associations sous le régime et de l'autorisation et de la déclaration. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, justement, c'est qu'on a séquencé les associations en compagnie, en guilde, en fédération. Je crois que j'oublie une phase intermédiaire. Et ce n'est que le ministre de la Culture qui donne des agréments. Mais ce n'est pas possible. Au moment où ce secteur attend qu'on évoque même déjà
un protocole d'accompagnement suite à la Covid-19. Parce que beaucoup d'artistes, parce qu'il n'y a pas de spectacle, de regroupement et autres, sont complètement sinistrés. Ben, il n'y a pas de réponse du gouvernement à ce propos. Au moment où ils attendent qu'on leur dise ce qu'on fait du compte d'affectation spéciale qui depuis 2000 reçoit 1 milliard par an, on ne leur dit rien. Au moment où ils attendent qu'on statue sur la formation même, les questions de formation, il n'y a pas de conservatoire au Cameroun. Et souvent, quand il faut recruter un artiste au niveau du ministère de la Culture, notamment dans l'ensemble national, on lui demande le BPC, le probatoire ou le bac. Comment quelqu'un qui sait jouer à la guitare est recruté sur le fondement d'un diplôme académique? Voilà des sujets et des questions en réalité pendantes qui attendent des réponses de la part du gouvernement. Il n'en est rien. On vient leur balancer une loi, mais absolument inadmissible. Lorsque vous voulez réglementer un secteur porteur, un secteur aussi sensible que l'art et la culture, le minimum qu'on devrait faire au niveau du gouvernement avant de finaliser le projet et soumettre à l'analyse des députés, c'est de travailler de concert avec les organisations artistiques, que les syndicats des artistes ou les associations des artistes, de manière à ce qu'on tienne compte de leurs avis par rapport à ce qu'on envisage de faire. Et l'adage selon lequel, lorsque vous voulez faire pour nous sans nous, il est évident que vous allez faire contre nous. C'est ce problème qui se pose. J'ai exprimé mes réserves et d'ailleurs une certaine colère que ce soit fait de cette façon-là. Le ministre nous a promis que dans le texte d'application, les réserves que nous avons émises seront prises en compte. Maintenant, il faut que la loi soit promulguée. Une fois qu'elle sera promulguée, on verra ce qui viendra avec le texte d'application. La promotion de l'industrie locale, le développement infrastructurel, la maîtrise de la dette publique sont entre autres recommandations formulées ce jour par les parlementaires au gouvernement dans l'exécution, du moins dans le cadre de l'exécution du budget 2021. C'est au cours du débat d'orientation budgétaire ce jour à l'Assemblée nationale. On fait le point avec vous, Olivier Bouzique. Dans le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2021-2023 soumis à l'examen du Parlement, le gouvernement camerounais prévoit un taux de croissance économique global estimé à 3,5%. Sauf que pour les élus, l'hypothèse sur laquelle ce budget est établi est loin d'être réaliste. On doit avoir le souci d'absorber le déficit budgétaire et se contenter de faire un taux de prévision irréaliste qui va donc à terme dégager un autre déficit qui aggravera le déficit budgétaire. Il faut qu'on intègre dans la culture de l'exercice parlementaire l'obligation de l'évaluation. On ne peut pas, dans un état normal, s'endetter pour financer des projets qui ne sont pas capables de générer les recettes qui serviront à rembourser la dette. Quand on le fait, ça veut dire qu'on assoit le remboursement de la dette sur la fiscalité et la rémunération du service de la dette sur la fiscalité. Ce qui pousse donc le gouvernement à aggraver la pression fiscale. Les parlementaires recommandent au gouvernement d'exécuter le budget de l'État au profit des populations, en mettant par exemple la priorité sur les services sociaux de base, tout en réservant des enveloppes conséquentes pour la promotion de l'industrie locale. Il faut absolument imposer le mobilier made in Cameroun dans les bureaux de l'État. Il faut arrêter d'importer du mobilier pour nos bureaux. Il faut mettre une taxe sur l'importation du riz, de la farine, du sucre, etc. pour pousser à la production locale. Aussi ont-ils recommandé à lui, Paul Motazi, le respect de la loi en ce qui concerne la dotation de 15% du budget aux communes dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation. Le ministre des Finances a répondu que lui, il considérait que c'était une orientation. Donc, en d'autres termes, il nous annonce que cette année également, en fait, que dès 2021, ces 15% ne vont pas être respectés. Mais c'est inadmissible. Il faut que ce soit appliqué. Il n'y a pas de raison que cela ne soit pas appliqué. Ils ont mis le titre de transformation structurelle, mais lorsque vous rentrez dans le corpus du document qui nous a été donné, c'est en réalité le corpus de la grande poussée. Donc il y a une sorte en fait de malice. Le ministre des Finances s'est engagé à prendre en compte toutes ces orientations budgétaires ainsi que les 18 recommandations formulées par la Commission des Finances et du Budget pour une meilleure préparation du budget qui sera présenté et défendu durant la session de novembre prochain.
Élection consulaire à la Chambre de commerce des mines, de l'industrie des mines et de l'artisanat. Le temps a été donné ce jour pour la mandature 2020-2023. Et découvrons les attentes de certains candidats dans ce reportage de René Narcisse Mouto et Jules Pau. L'une des candidates à cette nouvelle mandature ne se garde pas d'évoquer ses attentes à l'issue de cette élection qui arrive dans un contexte on ne peut plus particulier. Mes attentes, c'est beaucoup plus pour le commerce, déjà le commerce international aussi, et cette concurrence déloyale sur laquelle nous croupissons au Cameroun, parce que je pense que les grandes entreprises de commerce viennent alors que nous ne sommes pas suffisamment préparés pour faire face à ça. Je crois qu'à l'intérieur de la Chambre de commerce, je ferai ma part pour que nous essayions de voir quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on peut mettre comme borne dans cette concurrence déloyale pour faire subsister le seul amortisseur social que nous avons encore au pays, qui est le commerce. On a beau dire que les bayam salam, le commerce c'est une activité informelle, mais sur l'informel repose l'économie du Cameroun à près de 75%. L'amélioration des conditions de vie des commerçants, leur formation ainsi que la mise sur pied d'une plateforme à travers laquelle ils auront accès à toute l'information sont entre autres défis que compte relever la candidate qui anticipe déjà sur un lendemain meilleur pour les secteurs commercial et celui de la transformation. C'est de pouvoir trouver voies et moyens pour qu'on éduque davantage le commerce, les commerçants, pour qu'ils migrent non seulement du secteur informel au formel, mais qu'ils commencent la transformation. Parce que quel que soit ce que le commerçant fait, même s'il brassait le milliard, il est vulnérable. Il faut effectivement migrer pour le secteur de transformation. Et c'est de ça que notre pays peut attendre son salut. Pour le troisième vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, cette mandature est importante, d'autant plus qu'elle intervient au moment où le coronavirus et la conjoncture économique dictent leur loi. We are looking at this mandate as a very important one. We are coming in at a time when we are facing coronavirus, we are facing a very difficult economic environment, and the population and the private sector in general is looking for support, not just from the public sector, but they are expecting their representative to carry forth their concerns to government, and also for the government is expecting us also to carry back their vision to the private sector, so as a team, the public and private sector can work together. And we as a consensus building organization, it is our duty, it is our mission to make sure that understanding that mutualisation does take place. Bien qu'il est encore difficile d'apporter une réponse à la difficulté économique à laquelle le Cameroun fait face, la Chambre de commerce entend œuvrer davantage pour trouver des solutions susceptibles d'atténuer les effets de la conjoncture économique sur les populations. Grand banditisme dans la ville de Douala, les forces de l'ordre et de sécurité aux trousses des fossoyeurs et autres brigands. Pris en tenaille ce jour des trafiquants des ossements humains et faux agents communaux. Ils ont été présentés à la presse, occasion saisie par les hommes de loi pour sensibiliser les populations sur la présence de ces hors-la-loi dans la ville de Douala. René Narcisse Mouto. Alors qu'ils sont à la recherche d'un client, les présumés trafiquants d'ossements humains sont mis aux arrêts par les éléments de la compagnie de gendarmerie de Douala 2. Coincés, ils passent aux aveux complets. C'est Bouba qui est parti amener ça à Bamenda. Bon, quand il est parti, il m'a dit qu'il prend ça dans la tombe. Dans la tombe, il l'amène. Et moi, j'ai gardé. Quand j'ai gardé maintenant, il m'a dit que j'ai appelé le preneur. J'ai appelé celui-ci, et lui-ci l'a appelé le preneur. Donc c'est comme ça. Cette opération s'effectue au moment où une patrouille est en cours au niveau d'Ndorbom dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Dans la nuit du 4 au 5 juillet 2020, pendant nos patrouilles nocturnes et sur renseignement, nous avons interpellé un groupe de 04 présumés trafiquants d'ossements humains. Au niveau de Ndorbom, ces trafiquants
et sont tellement bien organisés au point où chacun joue un grand rôle dans le trafic. L'enquête a été terminée à notre niveau et nous allons les présenter devant le procureur de la République pour la suite. Au cours de cette même patrouille, un malfaiteur est pris en tenaille. Âgé de 46 ans, le mis en cause est en possession de munitions et de 2 pistolets. Le grand banditisme est devenu monnaie courante dans la ville de Douala. Les responsables judiciaires invitent les populations à coopérer en dénonçant tous les cas suspects. Oui, j'ai saisi cette occasion pour demander aux populations de coopérer, de dénoncer, de porter à notre attention tout renseignement digne d'intérêt. Cela nous permettrait de traquer tous ces criminels ou bien tous ces grands bandits. Toujours dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le grand banditisme, un groupe de faux agents communaux est démantelé à Douala 3e. Les complices du cerveau du groupe disent avoir été roulés dans une affaire où ils ne savaient ni tête ni queue. Il fallait subvenir aux besoins de la famille. Et puis il m'a fait comprendre qu'on devait cheminer ensemble. On ne savait pas qu'il avait les fausses qu'on délivrait. On a travaillé 6 mois sans problème, sans que je ne sache que c'était du faux. L'incriminé, quant à lui, nie les faits qui lui sont reprochés. Je m'inscris en faux dans toutes ces accusations. C'est une simple manœuvre, manipulation, une affabulation. Occasion saisie par le chef du service des recherches judiciaires et de la lutte contre le grand banditisme de sensibiliser les commerçants du Douala sur la présence de fossoyeurs dans la ville. Ils ont les faux certificats médicaux, ils délivrent les reçus de la communauté urbaine alors que tout a déjà changé, la dénomination de la communauté urbaine n'existe plus. Donc les commerçants sachent qu'il n'y a plus de communauté urbaine. Ils délivrent en outre de ça, ils utilisent les sceaux de l'État. Leur mode opératoire repose sur le recouvrement des taxes. Vigilance cependant. Le professeur Noël Essomba, désigné directeur de l'hôpital à Kintini de Douala à titre intérimaire. C'est une décision du ministre de la Santé publique rendue publique ce jour. L'ancien directeur de l'hôpital du district de Nilon remplace à ce poste le professeur Louis-Richard Ndjok, désormais secrétaire général du ministère de la Santé. Par ailleurs, le docteur Jacques Narcisse Ndoumbé, ancien conseiller médical à l'hôpital La Kintini de Douala, lui est désigné directeur de l'hôpital du district de Nilon à titre intérimaire. Amener les commerçants et les transporteurs exerçant dans le département du Vouri à adopter des mesures barrières contre le coronavirus, c'est le principal objectif d'une campagne de sensibilisation lancée ce jour à Douala par la délégation départementale du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Inès Panga. Sensibilisation contre le coronavirus. Coronavirus tue. Et lorsqu'il t'a tué, tu meurs et on t'enterre comme un chien. Rond-point d'Aïdo dans le premier arrondissement de Douala ce 7 juillet 2020. Les commerçants, les conducteurs de taxi-moto et les chauffeurs de véhicules de transport en commun à destination de Bonabiri, du département du Mungo ou encore de la région du Sud-Ouest sont les cibles d'une campagne de sensibilisation. Amener ces derniers à adopter les mesures barrières contre la Covid-19, c'est aussi influencer les comportements des clients. C'est pour votre santé. Quand vous n'avez pas de masque, vous croyez que c'est pour le... Oui, il faut mettre. Tout ça, c'est vous qui devez même faire ce portez les masques, ne gardez pas. Vous faites du mal à vous-même. Moi, je ne sais pas au préfet. Une action de la délégation départementale du Vouri, du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui arrive 4 mois après la détection du premier cas de personnes atteintes de la pathologie au Cameroun. Notre objectif, c'est de sensibiliser tout ce beau monde-là. L'ensemble des commerçants de tous les marchés de Douala, de tous les arrondissements, Douala 1er, 2e, 3e, 4e et 5e, sensibiliser les transporteurs par moto-taxi, taxi, car et autobus. Pendant 5 jours, les commerçants et les transporteurs urbains et interurbains exerçant dans le département du Vouri sont au centre de cette campagne de sensibilisation contre la Covid-19.
Le visionnage constant d'écran est l'une des principales causes de pathologie des yeux, des affections qui deviennent très courantes et concernent toutes les tranches d'âge. Mais il faut savoir qu'en adoptant une bonne hygiène de vie, certaines maladies de l'œil peuvent être évitées. Inès Panga. Les multiples écrans ne font pas toujours du bien à nos yeux. Le visionnage constant de télévision, de téléphones, d'ordinateurs et d'autres outils d'information et de communication endommage à terme les aptitudes de l'œil. Dans le passé, nos parents n'avaient pas besoin de regarder les écrans de téléphone. Mais maintenant, nous devons les regarder tout le temps pour vérifier nos messages et c'est ça la principale cause de plainte de plusieurs de nos malades. Des affections des yeux devenues malheureusement courantes. Et aucune tranche d'âge n'y est épargnée. Nous n'avons pas beaucoup de nourrissons comme patients. La plupart du temps, nous les recevons pour des maladies congénitales. Pour les adolescents et les enfants de l'école primaire, ils ont en majorité des problèmes de réfraction. Et pour les personnes âgées, ce sont des pathologies telles que le glaucome, la cataracte et plusieurs autres affections qui touchent les personnes de différentes tranches d'âge. And many other diseases like uveitis and toxo-infections too. Des maladies qui pourtant peuvent être évitées. Cela passe par une hygiène de vie saine, en contrôlant le temps passé devant les écrans, son alimentation et même le respect des rendez-vous de vaccination. Other childhood diseases like measles, rubella, toxo. Il faut bien soigner les enfants qui souffrent de rubéole, de rougeole et de toxoplasmose. Ensuite, les mamans doivent recevoir de manière suivie leur vaccin anténatal et postnatal. Et enfin, la prise de la vitamine A est très importante pour prévenir la cécité. And vitamin A too is also very important because it prevents vitamin A diseases that cause blindness. Il est bon de savoir que certaines pathologies des yeux peuvent être traitées et corrigées. À l'exemple de la cataracte par une chirurgie et le port de lunettes pour les erreurs de réfraction et de basse vision. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec VOA. Au Mali, un camp militaire abritant des forces onusiennes, françaises et maliennes a essuyé plusieurs tirs d'obus ce mardi. Ce camp militaire basé dans le nord-est est en proie aux violences et au djihadisme, a-t-on appris auprès de la mission de l'ONU dans le pays. Au Kenya, les écoles primaires et secondaires ne rouvriront qu'en janvier 2021. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation. Ces écoles sont fermées depuis plusieurs mois en raison de la pandémie du Covid-19. Au Cameroun, le ministre de la Communication a fait savoir par un communiqué que les informations circulant sur les réseaux sociaux et faisant état de négociations avec les leaders séparatistes emprisonnés ne sont pas conformes à la réalité. Il a toutefois réitéré que le gouvernement est ouvert au dialogue. Au Maroc, le ministre de l'Intérieur annonce l'arrestation à Nador, dans le nord-est, de 4 membres présumés d'une cellule terroriste liée au groupe État islamique. Selon les autorités marocaines, les suspects envisageaient de s'attaquer à des sites sensibles dans leur pays. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.